Vous écoutez Boostez-vous, le podcast dédié au coaching mindset au féminin. Je suis hyper contente de vous retrouver pour cet épisode. Si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, je me présente, je m'appelle Camille, je suis entrepreneur, je suis coach certifiée et maman de 2 enfants. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes à se construire une vie qui leur ressemble en reprenant le contrôle de leur cerveau. J'accueille aujourd'hui sur le podcast Vanessa Rémignon. Je suis particulièrement touchée et émue d'accueillir Vanessa, premièrement parce que c'est la première invitée que j'interviewe pour le podcast, et en plus parce que Vanessa, c'est la coach qui m'a accompagnée dans mon projet de reconversion. C'est elle qui m'a mis le pied à l'étrier en quelque sorte quand j'étais complètement dans le flou, complètement perdue par rapport à mon projet. Et donc je suis particulièrement touchée de t'accueillir aujourd'hui, Vanessa. Si je devais te présenter, je dirais que tu es coach, tu aides les personnes qui ont un projet de reconversion à clarifier leur envie et à construire une entreprise à impact positif. Est-ce que j'ai bien résumé ton activité ? Oui, c'est ça, Camille. On va aller un peu plus loin. Donc je t'en prie, apporte-nous plus de détails sur ce que tu fais, comment tu accompagnes tes clientes, parce que j'ai même l'impression que c'est majoritairement des femmes, mais peut-être pas que. Non, c'est effectivement majoritairement des femmes parce que historiquement, je m'adressais principalement qu'aux femmes et je dirais que depuis 2 ans, je m'ouvre aux hommes. Donc, dans ma communication, j'aime intégrer cette partie un peu plus inclusive. Du coup, je m'adresse aux deux sexes et effectivement, j'accompagne principalement des personnes qui sont un peu perdues dans le flou dans leur carrière professionnelle et j'ai à cœur vraiment de faire en sorte qu'elles alignent leur vie professionnelle sur leur raison d'être, sur ce qui les anime profondément. Donc j'aime travailler en profondeur, j'ai vraiment envie d'aller au cœur de la vérité de la personne et ensuite, si elle le souhaite, parce que c'est quand même 95% de ma clientèle, on va justement jusqu'à la création d'une entreprise à impact positif. Et ça aussi, c'est extrêmement important pour moi. Je comprends totalement cette envie d'alignement et je pense que c'est vraiment la clé en fait pour pouvoir ensuite passer de notre vision au passage à l'action. Quand on est aligné, il y a toutes les prises de décision qui sont beaucoup plus fluides. Bon, voilà, on avance avec beaucoup plus de sérénité, même s'il y a toujours des doutes et des questions et des peurs, etc. Mais on a notre fil conducteur, en fait, c'est beaucoup plus facile de le trouver quand on est dans cet alignement, même si je trouve que le mot alignement, on le voit un petit peu partout et des fois on se demande un peu ce qu'il veut dire, mais quand on le vit, on le ressent, en fait. On passe du concept à l'émotion et c'est très, très différent, je trouve. Oui, on est vraiment dans cette verticalité finalement. Et l'émotionnel est aussi très important. Et quand on est reconnecté à nos émotions, quand on est reconnecté à ce qui vibre à l'intérieur de nous, quand on a pleinement conscience aussi de qui l'on est, de nos modes de fonctionnement, eh bien, on s'autorise plus. On se donne davantage de permission et d'autorisation. Et effectivement, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est ce qui nous permet aussi d'identifier les bonnes actions, les bonnes stratégies, au même titre que quand on est en entreprise ou quand on est un leader, eh bien, on développe davantage certaines capacités, puisque plus on est à l'écoute de soi, plus on comprend l'autre. Et du coup, on devient de meilleurs leaders et de meilleurs managers. Et c'est tout l'essence même aussi de mon travail. Et c'est aussi ce vers quoi je vais aller aussi beaucoup plus. Moi qui me suis cantonnée à la reconversion professionnelle et à la création d'entreprise, aujourd'hui, je m'ouvre un petit peu plus aussi aux organisations et à l'accompagnement des managers et des leaders qui ont envie de rester en entreprise, mais qui ont envie d'insuffler quelque chose de plus humain. Et donc, on se détache un petit peu plus de la performance, des objectifs et des chiffres. Donc, c'est vraiment remettre au centre de l'organisation l'humain. Et pour ce faire, ça passe indéniablement par son propre alignement. Tout à fait. Moi, je pense que le changement, il va toujours de l'intérieur vers l'extérieur. On doit d'abord se changer soi. Si on veut changer un système, une organisation, un groupe, un mode de fonctionnement, ça passe d'abord par un changement personnel. Et c'est vrai qu'on le sait mentalement, on le voit partout, on le lit partout. Il y a cette fameuse citation de Gandhi, soit le changement si tu veux voir voilà le changement opéré dans le monde, en gros. Mais il faut expérimenter les choses. Et tant qu'on le comprend mentalement, mais qu'on l'incarne pas, en fait, il n'y a pas de changement. Et ça passe par des petits changements dans notre quotidien. C'est vraiment ça, c'est vraiment d'expérimenter aussi,
par peut-être un petit changement, une petite habitude, un petit comportement. Et c'est là où on peut voir l'impact que ça peut avoir d'abord dans notre environnement proche. Et c'est ce que j'aime expérimenter aussi. Et je me rends compte avec mon mari qu'il y a des petits C'est changements ça. dans sa façon d'être qui sont perceptibles et qui sont très appréciables et qui se sont faites parce que j'ai fait ce travail intérieur et parce que j'ai arrêté à chaque fois d'être un peu dans la sommation de il faut faire ci, il faut faire ça. Et c'est vraiment, et voilà, donc c'est lâcher le mental, Mmh. sortir de la compréhension mentale et vraiment incarner les choses pour voir ce changement vraiment s'opérer. Le mental, c'est la première étape, c'est-à-dire que la compréhension d'un changement, elle passe par le mental, mais elle se vit au niveau des émotions et elle se réalise au niveau des actions, en fait. Il y a vraiment cette progression dans le changement. Complètement. Si aujourd'hui tu devais donner un conseil à une personne qui envisage de se reconvertir en 2023, ce serait quoi? Mmh. Alors je ne lui donnerai pas de conseils. Par contre, je l'inviterai à se poser les bonnes questions et notamment la bonne question qui serait à se poser, ce serait de se dire: «Qu'est-ce que je désire vraiment aujourd'hui pour pouvoir, me réinventer professionnellement?» Et là, je vais, un petit peu aller sur l'accompagnement. Parce qu'aujourd'hui, quand on veut se reconvertir, c'est quand même bien d'être accompagné. Je veux pas, mettre en avant, l'accompagnement ou le fait d'investir, mais ça touche tellement de choses que c'est vraiment important d'être Mmh. accompagné sur le chemin. Et aujourd'hui, il y a pléthore d'offres qui existent et c'est là où la question de «Qu'est-ce que je désire vraiment?» a toute son importance. Si une personne aujourd'hui Mmh. veut se réinventer professionnellement juste pour pouvoir retrouver un peu de plaisir ou finir sa carrière en étant, un peu plus épanouie, on va dire qu'un bilan de compétences peut être une opportunité ou au même titre que tous les accompagnements qu'on a pu voir émerger ces dernières années qui font appel à l'intelligence artificielle, ok. En revanche, si cette personne désire vraiment aller en profondeur et vraiment s'aligner avec sa vérité et vraiment être en capacité de répondre à cette question existentielle que la majorité des gens se posent, qui est: qui suis-je? Quel est mon Mmh. rôle sur terre? Là, ça va être important de trouver un accompagnement avec une personne de confiance où on va aller vraiment travailler sur quelles sont les histoires que je me raconte par rapport à Mmh. moi, par rapport à mon histoire. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'en suis là? Et si je retrace mon histoire familiale et peut-être mon histoire transgénérationnelle, qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce qui peut venir en résonance avec ce que je traverse aujourd'hui? Donc, elle est là, en fait. La première question, c'est qu'est-ce que je désire aujourd'hui? Est-ce que j'ai juste envie de faire en sorte que ma carrière, elle passe et que ce soit bien? Et en gros, je me dis, bon, bah, je vais faire avec ce qui se propose à moi aujourd'hui. C'est totalement OK. Il n'y a pas de jugement de ma part Mmh. là-dedans. On a tous nos propres désirs et nos propres besoins. Par contre, si la personne aujourd'hui est dans le flou et qu'elle a vraiment envie de répondre à cette question: «Qui suis-je? Quelle est ma raison d'être? Quel est mon rôle ici sur cette terre? Quelle est ma vocation?» Là, il va falloir trouver un accompagnement qui pousse et qui va permettre à la personne d'aller plus loin dans sa réflexion. Je rajouterais aussi, un accompagnement, ça permet de se créer un espace sécurisé dans lequel on peut aller explorer tout ça. Le fait de se faire aider par un coach, un accompagnateur dans ce genre de réflexion, ça permet de lever certaines barrières de notre cerveau, d'aller vraiment, soulever les couches et d'aller en profondeur, ce qui peut parfois être très difficile à faire tout seul. Parce qu'on a tout un tas de barrières mentales qui essayent de nous maintenir dans notre zone de confort, dans notre zone connue. On n'a pas appris à faire ce travail-là, à faire ce travail de se reconnecter à soi, ses envies, sa vision, son besoin, etc. Ses besoins, parce qu'en généralement on en a plusieurs, on n'en a pas qu'un. Et de pouvoir le faire dans un espace où on est sécurisé, on est en confiance, on est dans un échange avec quelqu'un, c'est beaucoup plus puissant, on va aller beaucoup plus loin que ce qu'on va pouvoir faire tout seul en fait. Oui, bien évidemment, il y a ce sentiment d'être soutenu, ce sentiment d'être aussi motivé parce que, n'oublions pas que, le fait de se reconvertir, de se réinventer, professionnellement, ça challenge. Donc on vit des émotions qui sont, vraiment, qui peuvent être très fortes, qui peuvent être très déstabilisantes et le fait d'être entouré,
ça permet, oui, aussi de se sentir en sécurité et du coup d'aller plus en profondeur ou du moins de lever certaines barrières, certaines autorisations. Et moi, je le vois majoritairement, la plupart des femmes qui viennent à moi et qui me disent je suis dans le flou, je suis dans le doute, au bout d'un mois, en gros, c'est oui, alors en fait, j'ai une idée, j'aimerais, mais je. Voilà. Et il y a toujours mais je ne m'autorise pas. Voilà, il y a toujours ce mais qui arrive derrière. Donc c'est vraiment important. Et je pense aussi que le fait d'être accompagné, c'est ce qui nous permet aussi de vivre une certaine expérience humaine, d'expérimenter des choses qu'on ne pourrait pas expérimenter autrement. Et j'aime aussi dire à mes clients, à mes clientes que la vie, c'est ça. Elle est faite de tests, elle est faite d'expériences et que on n'a qu'une vie et que c'est vraiment important aussi de pouvoir éventuellement se faire ce cadeau-là. Et c'est marrant parce que ce matin, j'étais en session célébration avec une de mes clientes qui termine un accompagnement. Et c'est ce qu'elle me partageait. Elle me disait, tu sais, en 2022, c'était un de mes objectifs de me faire ce cadeau-là, de pouvoir expérimenter ce que c'est d'être accompagnée, d'être coachée. Et c'est une personne qui est restée 1 an avec moi. D'accord. Donc voilà, et elle a trouvé effectivement cette expérience humaine formidable parce qu'il y avait ce cadre, parce qu'elle se sentait soutenue, parce qu'il y avait ces moments de partage aussi, donc avec la personne de confiance et d'expertise qui est donc moi, mais aussi les partages avec d'autres personnes qui traversent aussi la même chose. Et ça, c'est extrêmement puissant. Oui, parce que toi, on l'a pas précisé, mais dans tes accompagnements, tu proposes aussi des expériences de groupe. En tout cas, moi, c'est la formule que j'avais expérimentée à l'époque. Je sais pas si ça a changé. Mais à l'époque, tu proposais de l'individuel et du groupe. D'ailleurs, je t'ai un petit peu recopié pour mon offre d'accompagnement de groupe parce que j'avais trouvé ça génial et hyper puissant de pouvoir expérimenter les deux, en fait, d'avoir la richesse du groupe et comme tu disais, de parler avec des gens qui rencontrent les mêmes difficultés, qui ont les mêmes questionnements, on se sent beaucoup moins seul. Et puis aussi de voir parfois, il y a une sorte d'effet miroir. De voir une personne exposer sa problématique, ça nous permet de nous y réfléchir en ayant un détachement émotionnel. Alors que quand c'est nous qui sommes avec la même problématique, on a cette espèce de brouhaha d'émotions qui parfois rend difficile la réflexion et voilà, essayer de trouver des solutions. Ce qu'on arrive, je trouve, beaucoup mieux à faire en groupe. Je trouve que c'est très puissant de faire les deux, le groupe et l'individuel en même temps. J'avais trouvé ça, moi, hyper riche, hyper intéressant. Et c'est du coup pour ça que j'ai proposé ça dans mon accompagnement de groupe. Je t'ai recopié, j'avoue. Oui, mais tu as très bien fait. Et c'est vrai que souvent, on peut avoir cette appréhension avec le groupe parce qu'on touche à l'intimité quand même. Quand on est sur un sujet du style je suis perdue dans ma vie professionnelle, je suis dans le flou, il y a une perte de sens, on ne travaille pas que sur le pro, on travaille sur le perso. Donc il y a tout un pan de notre vie personnelle qu'on va être amené à dévoiler parce que ça a une incidence sur notre vie professionnelle. Et cet effet miroir, c'est très intéressant parce que c'est ce qu'une de mes anciennes clientes m'avait partagé, où elle avait ses appréhensions par rapport au groupe et elle avait une image d'elle-même. Et à la fin, en session célébration, elle m'a dit « Je ne pensais pas à quel point le groupe était puissant. » Et en plus, moi, je fais des petits groupes. Hein. On n'est pas sur des groupes de 30, 50 ou 100 personnes. Ça n'a pas de sens. On est vraiment chez moi dans quelque chose de très humain, dans quelque chose de très accessible. Donc, mes groupes restent à taille humaine, donc petits. Et en fait, ça lui avait permis, elle, d'avoir, de par le groupe, cet effet miroir sur ce qu'elle renvoyait alors qu'elle avait une image d'elle, mais totalement différente. Et comme les sessions sont enregistrées, du coup, elle regardait après coup les sessions et ça lui a permis d'avoir un regard différent sur qui elle est vraiment. Et ça a été une expérience pour elle extraordinaire, pleine de prise de conscience et par voie de conséquence de transformation. Juste par ce fonctionnement-là du groupe qui lui a permis de renvoyer finalement le fait que non, c'était une femme qui avait confiance, c'était une femme qui avait une certaine posture, un certain charisme, et en fait, elle ne se voyait pas du tout comme ça. Donc, c'est intéressant. Je rebondis sur ce que tu disais par rapport au fait qu'on aborde le perso quand on fait un accompagnement professionnel. Je pense que l'individu, c'est un tout. On peut pas séparer les deux. On peut pas parler de business si on parle pas de vie personnelle. On peut pas parler de reconversion si on parle pas de tout ce qui motive la reconversion. Et c'est souvent cette recherche de l'équilibre pro-perso qui est un petit peu en fond derrière. En tout cas, moi, c'était mon cas. Donc oui, évidemment, si je parle de reconversion,
Je parle de ma vie personnelle, en fait. Elle est fait partie de l'équation. Complètement, on est une seule et même personne, on est une seule entité qui se balade dans différentes sphères de sa vie. Et effectivement, tout ce qui est de l'ordre du perso va venir influencer sur le pro, au même titre que ce qui est dans le pro va venir influencer dans le perso. Et ce qui fait qu'à un moment donné, les gens aussi se sentent déconnectés lorsqu'ils arrivent en entreprise, c'est parce qu'ils sont amenés à porter des masques, à faire je vais m'adapter peut-être aux valeurs de l'entreprise ou je vais m'adapter au système corporate de l'entreprise. Donc, on va faire comme si, mais en fait, ça vient réveiller chez nous une dissonance. Et quand on force trop sur ça, eh bien, à un moment donné, ça peut arriver, oui, à un mal-être plus profond. Tu parlais d'équilibre vie pro vie perso, ça peut être effectivement une raison qui fait qu'à un moment donné, on ne se retrouve plus dans l'organisation, mais au même titre qu'un burn-out ou un bore-out ou un brown-out, tous ces termes-là américains qui nous invitent à nous questionner sur notre mal-être en entreprise, c'est parce qu'on a adopté un mode de fonctionnement ou un mode de comportement qui est en dissonance avec notre fonctionnement inné et par voie de conséquence, c'est ce qui crée le mal-être. Donc c'est important aussi de poser les bons mots sur les mots MAUX pour pouvoir amorcer un changement et un changement durable et pérenne. Et c'est pour ça que je reviens à cette première question où tu m'as dit quel serait le conseil 2, où je dis c'est vraiment se poser la question du désir, parce que qu'est-ce qu'on désire? Est-ce qu'on désire juste mettre un pansement sur une plaie ouverte? Et dans ces cas-là, le bilan de compétences fera l'affaire. Ou est-ce qu'on veut vraiment guérir cette plaie ouverte? Ouais, c'est une question importante à se poser et c'est vrai qu'on n'a pas forcément tous les mêmes besoins aussi parce qu'il y a des personnes qui se sentent peut-être juste mal dans une entreprise mais qui aiment leur travail et le même travail dans une autre entreprise pourrait leur convenir. Et d'autres, en tout cas moi c'était mon cas, où vraiment j'étais en dissonance par rapport au sens qu'avait mon travail en fait. J'étais pas au bon endroit, j'étais pas dans la bonne carrière et il y avait vraiment cette espèce de dissonance qui m'est, moi, frappée en pleine figure au moment où je suis devenue maman. Parce que, bon, je m'étais jamais posé trop de questions, j'allais au travail parce qu'il fallait bien gagner ma vie. Et quand je suis devenue maman, je me suis dit, mais en fait, j'ai pas envie de laisser mon bébé pour aller faire ce boulot-là qui n'a aucun sens pour moi. Et ça a été vraiment ça qui a été chez moi le déclencheur de me dire non, mais là, ça va pas en fait. Comme tu dis, je m'étais cloisonnée d'une certaine façon entre ma vie, mon rôle de maman et mon rôle de cadre dans une entreprise et les responsabilités que j'avais, etc. Et je m'étais complètement coupée de mes émotions parce que c'était mon seul moyen de pas burn-outer, c'est de me couper complètement de mes émotions. Et évidemment, au bout d'un moment, j'ai burn-outé. Là où j'ai commencé à mettre en place un processus de reconversion qui m'a amené jusqu'à toi, mais ça a pris du temps, ça s'est pas fait du jour au lendemain. C'est pratiquement 2 ans, je dirais, de réflexion avant de se reconnecter au désir, comme tu disais, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, de se reconnecter à ça, à cette flamme en fait. Et même une fois que j'ai trouvé la flamme, il a fallu encore du temps pour s'autoriser à faire vivre cette flamme. Et voilà, et ça se fait pas en un claquement de doigts, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est des processus qui, je pense, sont assez longs, prennent des mois, voire des années. Je sais pas, j'imagine que tu as plus d'expérience que moi sur le domaine, est-ce que tu confirmes que c'est des processus qui prennent du temps? Alors, quand on décide de faire vraiment un travail en profondeur, oui, c'est long parce que déjà, il va y avoir plein de prises de conscience, de révélations sur la façon dont on fonctionne. On va pouvoir peut-être davantage identifier nos talents innés. On va se reconnecter, comme tu le disais, à nos désirs, à nos besoins. On va s'interroger aussi sur notre système de valeurs. Est-ce que le système de valeurs que j'ai aujourd'hui, est-ce qu'il me porte ou est-ce qu'il est un frein? Est-ce que c'est quelque chose qui va me permettre vraiment d'atteindre un certain idéal de vie. Donc, bien évidemment, ça prend du temps. Après, il faut être aussi dans l'acceptation. C'est-à-dire que moi, j'ai certains clients qui sont tellement en décalage avec qui elles sont vraiment que parfois, ça va prendre plus de temps parce que d'une, il faut être dans l'acceptation de ce qui est et ensuite, il faut l'incarner. Donc, le temps de maturation peut être un peu plus long. Et après, bien évidemment, il faut matérialiser, il faut concrétiser le projet qui a pu émerger à partir de cette réflexion sur l'être. Et là aussi, en fonction du projet, ça peut prendre plus ou moins de temps, ça c'est évident. Donc oui, un processus de reconversion professionnelle, ça ne se fait pas en un claquement de doigts et ça prend du temps. Donc c'est pour ça que c'est important aussi dès qu'on a des signaux de mal-être,
de tout de suite ralentir et prendre un temps de Mmh. réflexion et de se poser les bonnes questions. Malheureusement, nous, pauvres êtres humains, on a tendance à attendre le dernier moment et souvent à se Mmh. prendre le mur, ou alors il peut y avoir des événements qui vont venir révéler davantage que ah bah oui, effectivement, ce que je ressentais depuis un moment, bah là, ça vient prendre une ampleur qui fait que je ne peux pas continuer comme ça. Pour toutes les deux, ça a été des naissances. Ouais, c'est ça. Et pour d'autres personnes, ça va être un licenciement non prévu, ça peut être un décès, ça peut être une maladie, ça peut être un burn-out. Donc, il y a souvent à un moment donné un élément déclencheur qui fait que ça va pousser la personne à vraiment se mettre en action pour apporter ou pour amorcer un réel changement. Est-ce qu'il y a, une chose que ton programme a fait pour, l'un ou l'une de tes clientes à laquelle tu ne t'attendais pas? Alors, j'adore cette question. J'adore cette question parce que à mes prospects, en fait, quand je suis en séance clarté avec des gens qui possiblement pourraient intégrer, mes programmes, je pars du postulat que tout est possible et que je ne sais Mmh. pas ce qui peut arriver, notamment lorsque les personnes, rentrent dans Révélation, qui est mon programme, d'accompagnement à la reconversion professionnelle. Donc j'ai eu des personnes qui m'ont fait des petites surprises comme ça. J'ai eu par exemple des femmes qui se sont séparées de leur conjoint. Voilà, parce que quand on commence à travailler sur l'être et à vraiment révéler et à se poser les bonnes questions, bah, à un moment donné, on se dit: «Bah, tiens, finalement, je ne suis pas dans la bonne relation». Alors bien évidemment, des fois, il y avait aussi des choses qui étaient Mmh. latentes, hein. C'est pas le programme qui a fait tout éclater, mais je me souviens d'une de mes anciennes clientes qui m'a dit: «J'étais dans Révélation finalement au bon moment parce que cette séparation, indéniablement, elle arrivait, mais dans Révélation, j'ai eu les outils qui m'ont permis de traverser cette période-là avec plus de sérénité, avec plus de force, avec plus de confiance». Et j'ai eu des clientes qui avaient pour objectif, en rejoignant Révélation, juste de faire ce travail de réflexion, de reconnexion à soi et d'identifier une direction claire pour leur projet professionnel, et qui étaient salariées et qui, au bout d'un mois, un mois et demi, lâchaient leur job, alors que c'était pas dans leurs objectifs et que c'était pas initialement prévu, voire même c'était pas du tout dans l'air en fait. Et à un moment donné, c'était tellement fort qu'elles se sont dit: mais non, mais arrête d'être dans la maltraitance vis-à-vis de toi, ça ne va pas, ça ne va plus. Et du coup, au bout d'un mois ou un mois et demi, elle me disait: «Bon, bah, ça y est, j'ai pris rendez-vous avec mon manager et je vais négocier une rupture conventionnelle», ou «J'ai démissionné», ou voilà, ce genre de choses. Donc, quand C'est on ça. quand on intègre Révélation, On on n'est ne pas au sait bout pas de ce qui ces peut se passer. surprises. Voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer. D'accord. Ah ouais, c'est fou l'impact que ça peut avoir, bah, de se poser les bonnes questions, en fait, les conclusions qu'on en tire, et ça, je trouve ça magique en tant que coach, c'est que nous, on va poser les questions, mais on ne maîtrise pas la réponse, et c'est la personne qui est coachée qui a toutes les réponses. Complètement. Moi, je suis garante du cadre, en fait, en tant que coach. Alors, mon rôle, c'est aussi de mettre à disposition tous les outils qui permettent aussi à mes clients, à mes clientes de traverser ça le plus en douceur possible. Et j'ai Mmh. aussi à cœur d'être dans l'autonomisation des gens. Et comme j'ai une grande partie de ma clientèle qui va vers l'entrepreneuriat, j'ai vraiment aussi à cœur de leur transmettre tout de suite des outils pour qu'elles implémentent dans leur quotidien des choses qui vont leur aider à travailler leur état Mmh. d'esprit, à gérer leurs émotions. Et c'est tout ça en fait. Et à partir du moment où on se reconnecte à nos émotions, comme tu le disais, à ce qui vibre à l'intérieur de nous, eh bien encore une fois, on lève des barrières, on se donne des autorisations qu'on ne se serait pas données. Ouais, je pense que c'est très important et très puissant ce que tu dis, c'est que si on s'engage dans la voie de l'entrepreneuriat, il faut apprendre à trouver nos propres réponses. Et ça, moi, c'est bah, justement, dont je te parlais, je disais que je t'avais un petit peu changé de cible. Et effectivement, au départ, je coachais beaucoup de mamans sur leurs questions, leurs interrogations autour de la parentalité. Et maintenant, j'accompagne des entrepreneurs sur cette autonomisation autour de... bah, en fait, c'est mon entreprise, c'est mes décisions. Alors certes, je peux me former sur des compétences, sur des outils que je maîtrise pas, mais les décisions, elles m'appartiennent. Je dois pas aller les chercher chez les autres. Et c'est compliqué parce qu'en fait, à l'école, on nous apprend beaucoup à modéliser.
Exactement. Donc, on est formaté. Exactement, on apprend le contraire. On est formaté. On nous apprend le contraire. Et moi, c'est ce que j'ai expérimenté quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Enfin, voilà, j'avais juste cet outil du coaching. J'appelle ça un outil. Hein. Pour moi, c'est pas un métier. On pourra y revenir plus tard. Mais voilà, je me suis formée au coaching. J'étais formée à l'hypnose ericksonienne, à la PNL. Donc tout ça, ce sont des outils. Et en fait, quand je me suis lancée, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée voir ce que faisaient les autres sur la toile. Et je me suis dit, bah, je vais modéliser. Bah oui, normal, c'est ce qu'on m'a appris à l'école, oui, on m'apprend, je vais voilà, il y a recopier. une méthode, on applique la méthode, sauf que ça ne fonctionne pas. Parce qu'on fonctionne tous de façon différente, on a des modes de fonctionnement différents, on a des appétences différentes, on a des talents différents, et quelque chose qui va fonctionner pour l'un, du coup, ne fonctionnera pas forcément pour l'autre. Et ça, c'est compliqué à intégrer quand on se lance dans l'entrepreneuriat, parce qu'on a été formaté et conditionné à fonctionner de telle manière. Et donc là, on nous dit dans l'entrepreneuriat, non, en fait, ça fonctionne pas comme ça. Ah, ok. Et en plus, je dirais même que le piège, si on reste dans ce schéma-là, c'est qu'on risque de reproduire le business de quelqu'un d'autre et de se sentir mal dans notre business parce que c'est pas le nôtre en fait. Bah, on se perd en fait. On perd notre identité. Et on va se retrouver avec les mêmes difficultés qu'on avait en tant que salarié, le manque de sens, le manque de connexion avec nos émotions, etc. Parce qu'on a reproduit le business d'un autre et que c'est pas notre business, c'est pas notre mode de fonctionnement. Oui, et du coup, on va reproduire aussi des comportements qu'on avait en entreprise et qui nous ont amené aussi à vivre une certaine souffrance ou à nous maltraiter. Je pense notamment aux personnes qui ont fait un burn-out en entreprise. C'est vraiment important d'être accompagné et de comprendre pourquoi on en est arrivé là, même si ce qui se passe, c'est la rencontre entre une individualité et un environnement. À un moment donné, si on n'identifie pas la cause et si on la transcende pas, on risque de reproduire ça en entreprise, bien évidemment, si on est amené à modéliser un business model, un modèle d'affaires qui ne nous correspond pas. Donc, il faut être extrêmement vigilante par rapport à ça. Donc, encore une fois, le travail sur l'être, il est indispensable. Je me souviens d'une phrase ultra puissante que tu m'avais dite pendant notre coaching ensemble. Je l'avais compris intellectuellement, je l'avais pas vécu au moment où tu me l'as dite, je l'ai compris émotionnellement quelques mois après. Tu m'as dit, Camille, avant de faire, il faut que tu apprennes à être. Et ça a été... en ce moment, tu me l'as dit, j'ai vraiment bugué. Et je me souviens que ça a pris sens émotionnellement quelques mois après, en fait. Je me suis dit, ok, je comprends, il faut que j'apprenne à être. Il faut que j'apprenne à incarner, comme tu disais tout à l'heure, il faut que j'apprenne à incarner mes valeurs, incarner la personne que j'ai envie d'être. C'est un truc qui est ultra puissant, que j'enseigne à mes clientes, c'est qui tu as besoin de devenir. Avant de te demander qu'est-ce que je dois faire, pose-toi la question qui tu as besoin de devenir pour atteindre l'objectif que tu as envie d'atteindre. Et c'est extrêmement intéressant ce que tu me partages là, parce que beaucoup de personnes vont l'intégrer mentalement, mais elles ne vont pas le comprendre dans leur corps, dans chacune cellule. C'est ça. Et quand je dis à mon audience, si tu as tel objectif, ne pense pas que tu vas réussir à atteindre cet objectif avec la personne que tu es aujourd'hui à l'instant T. Elles ne vont pas le comprendre. Mais en fait, au quotidien, quand on est entrepreneur, on doit se demander et comment réagirait l'entrepreneur qui fait peut-être tant par mois ou qui a un business à 7 chiffres. C'est quoi son raisonnement, comment elle va s'organiser ou quelles décisions elle prendrait. Et c'est vraiment d'être toujours dans cette projection-là, d'incarner la personne qu'on a envie d'être. On est toujours dans la projection, c'est-à-dire qu'on est toujours dans le futur en train de se dire « Ah, mais quand j'aurai plus confiance en moi. Ah, mais quand j'aurai plus peur de manquer d'argent. Ah, quand je... » Mais non, en fait, parce que Alors là, on peut philosopher sur des choses métaphysiques, mais en fait, le temps, quelque part, n'existe pas. Ce qui importe, c'est que le moment présent. C'est que le présent. Le passé, à un moment donné, ça a été le présent. Et le futur, à un moment donné, c'est le présent. Donc, tout se passe au présent. Donc, je dois aujourd'hui incarner la personne qui est en capacité eh bien, peut-être de négocier une rupture conventionnelle. Peut-être que dans ton audience, tu as aujourd'hui des femmes qui appréhendent ce truc-là et qui n'osent pas faire le pas. Mais si elles veulent changer, il faut qu'elles incarnent aujourd'hui cette femme qui est en capacité de toquer à la porte du manager et de dire « Je veux prendre rendez-vous avec toi, il faut qu'on discute d'un sujet qui est extrêmement important pour moi. »
Tout à fait. Et au même titre que quand on est entrepreneur et qu'aujourd'hui on est en début d'année, donc on réfléchit peut-être à certains objectifs, à certaines stratégies et de se dire, OK, mon objectif cette année, c'est peut-être d'atteindre tant de chiffre d'affaires, allez, au 31 décembre 2023. OK, donc cette femme-là, elle se comporte comment? Exact. C'est quoi ses pensées? C'est quoi son système de croyance? Et c'est quoi son style de vie? Et c'est peut-être quoi aussi son style, d'alimentation? Comment elle se nourrit? Comment elle se couche? Est-ce qu'elle a un rituel? Est-ce C'est qu'elle ça. tout ça, en fait. Comment elle s'habille, tout bêtement, mais comment elle s'habille, cette femme, voilà, pour commencer sa journée, tu vois, quel est son rituel le matin. Et moi, c'est vraiment un outil ultra puissant d'aller puiser dans la sagesse de la personne que j'ai envie de devenir, en fait. Et que j'ai Exactement. besoin de Oui, c'est devenir ça. pour atteindre mes objectifs. Et faire cet aller-retour, présent, futur, futur, présent, le plus souvent possible, en fait. Bah, c'est vraiment de se dire que tout se dessine là, maintenant, tout de suite et pas demain. Demain, c'est trop tard. C'est maintenant. Donc comment la personne que j'ai envie de devenir, elle agirait tout simplement. Et c'est là où on va poser aussi les bonnes actions. J'aime beaucoup. Et la dernière question que j'avais envie de te poser, c'est est-ce qu'il y a une fausse idée récurrente que tu rencontres dans ton domaine d'expertise? Ah! Je dirais qu'il y en a plusieurs, donc ça va être compliqué d'en choisir, une. Mais je pense que ça peut faire une belle transition avec ce qu'on vient de se partager. C'est toujours croire que les compétences sont le socle de tout. C'est-à-dire que je vois beaucoup de personnes dans mon audience qui qui vont tout de suite se jeter sur les formations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles sont dans le flou, elles sont perdues, donc peut-être qu'elles vont surfer sur Internet, peut-être qu'elles vont lire certains articles, elles vont aller sur des blogs, elles vont participer à des conférences, etc. Donc elles vont être en recherche d'informations et elles vont aussi aller sur leur compte CPF, dire ok, alors j'ai tant, bah, je vais regarder s'il n'y a pas un truc qui m'intéresse. Et on se retrouve comme ça avec des femmes qui passent leur temps à se former, donc qui ont les compétences, mais pour faire qui? Pour faire quoi? On va avoir des gens qui... Alors ça se retrouve beaucoup dans le milieu du mieux-être, du développement personnel. On va avoir des gens qui vont avoir une liste de formations, de méthodes, d'outils, mais pour faire qui? Mais pour faire quoi? Pour être quelle contribution pour le monde? Et en fait, c'est comprendre que toutes ces choses-là, alors je vais faire le lien avec ce que j'ai partagé tout à l'heure, le coaching, au même titre que la sophrologie, au même titre que l'hypnose, pour moi, ce ne sont que des méthodes. Et ces méthodes, elles doivent servir une cause. C'est vraiment de se dire, ok, bah là j'ai vraiment, je sens que le coaching m'appelle ou je sens que la thérapie ou la psychologie m'appelle, j'ai envie de me former, et ok. Mais quelle est la contribution que tu veux être? Quelle est la personne que tu veux être? C'est quoi la cause que Que tu tu as envie veux de servir, tout à fait. servir? Et du coup, c'est renverser ce truc-là et d'arrêter de mettre en avant ses compétences. Parce qu'en fait, souvent, quand on fait ça, c'est juste que on a quelques carences, quelques faiblesses, je dirais, notamment un manque de légitimité, un manque de confiance en soi ou peut-être aussi un manque d'estime personnelle. Et du coup, on va se perdre dans ces formations-là au lieu de répondre à cette question fondamentale quelle est ma raison d'être? Se perdre et peut-être aussi se cacher un peu. Moi, c'est Complètement. quelque chose que j'ai beaucoup vécu, j'ai beaucoup consommé, parce que consommer, c'est sans danger. Alors que créer et mettre sa création aux yeux des gens, se proposer voilà de contribuer, d'apporter sa valeur, c'est beaucoup plus challengeant en termes d'émotion. Parce que oui, faire une offre, proposer sa valeur dans le monde, c'est potentiellement être rejeté. C'est potentiellement les gens vont nous dire non, vont nous critiquer, etc., etc. Et ça, oui, c'est très... Désolée, j'ai entendu du bruit autour de moi. c'est très inconfortable en fait. Il y a un risque d'échec qu'il n'y a pas dans la consommation, dans l'action, ce que j'appelle l'action passive. Je consomme, c'est très passif, c'est très sécurisant, mais je ne me mets pas en danger quand je fais ça. Je prends pas de risque. C'est ça. Bah, on va jouer carte sur table, hein. C'est un mécanisme de protection finalement, où en fait on va se cacher derrière l'acquisition de nouvelles compétences pour ne pas véritablement se lancer, parce que derrière on risque de ressentir des émotions qui sont désagréables, comme peut-être Tout à fait. la honte,
parce qu'à un moment donné, on sort quelque chose et que c'est pas liké ou c'est pas commenté ou c'est pas apprécié. Il peut y avoir aussi des émotions beaucoup plus fortes, comme le désespoir, comme le dénigrement de soi. Et tout ça, en fait, c'est inconscient, mais on n'a pas envie de s'y frotter parce que peut-être que dans notre histoire, à un moment donné, on a vécu quelque chose qui nous a fait ressentir cette émotion désagréable. Et on ne veut pas la ressentir à nouveau. Donc, on met en place des mécanismes d'autodéfense pour être dans la fuite, dans une sorte de protection, pour ne pas aller ressentir ces émotions désagréables. Et en fait, bien évidemment, ces émotions désagréables, elles ont pour racine la peur, sauf que dans la majorité des cas, nos peurs ne sont pas rationnelles. Et c'est là-dessus C'est ça. qu'il faut aller travailler. C'est ça, et puis même, moi je sais que ça m'a, je parle de mon expérience avec quelque chose qui m'a vraiment bloquée pendant longtemps, toute cette peur et toute la honte et la peur du rejet et le besoin d'approbation, de validation qu'il y avait derrière en fait. J'ai dû faire un gros travail sur mon estime, ma confiance en moi et ma capacité à gérer les émotions inconfortables. Et maintenant, je sens que j'ai passé un cap parce que je sens que je suis au stade où les émotions inconfortables, je les recherche. Parce que je sais que ça veut dire que je suis en train de sortir de ma zone de confort et que je suis en train de grandir. Super. Et je pense que voilà, il faut se dire en fait, les émotions inconfortables, c'est pas un problème. C'est normal, elles font juste partie de l'expérience émotionnelle humaine. Et d'ailleurs, ne pas les labelliser, je vais y arriver, en émotions négatives. C'est des émotions inconfortables, mais pas négatives, parce que négatives, ça voudrait dire qu'on les redoute et qu'on n'a pas envie de les ressentir. Ouais, c'est remettre en fait le bon vocabulaire, c'est-à-dire qu'une émotion, elle n'est pas négative, elle est certes désagréable, mais toute émotion a son importance et comme tu le disais très justement, on est des êtres émotionnels. Donc par voie de conséquence, nos émotions, il faut qu'elles s'expriment et il faut que nous puissions leur laisser de l'espace pour qu'elles s'expriment parce que c'est comme ça aussi qu'on grandit et c'est comme ça aussi qu'on est en capacité de se dire ah bah tiens je suis dans la bonne direction ou de se dire bah non je suis pas dans la bonne direction et ça c'est vraiment important et je pense que l'intelligence émotionnelle devient et va devenir de plus en plus la compétence clé pour toute personne notamment qui arrive avec une posture de leadership. Je suis complètement d'accord avec toi. Et ouais, cette capacité à en fait, à reprogrammer notre cerveau pour l'inviter à être capable d'aller à la rencontre des émotions inconfortables au service de la croissance, en fait. Exactement. C'est un joli mot, c'est la fin. Est-ce que tu voulais partager une autre fausse idée sur ton domaine d'expertise ou est-ce que celle-là, tu dirais que c'est la plus centrale, non, la plus importante? je dirais que c'est la plus centrale et la plus importante. Après, il y en a bien évidemment d'autres, mais je pense que celle-ci, elle résume bien aussi certains écueils dans lesquels certaines personnes tombent. Et moi, je l'ai vécu aussi beaucoup l'année dernière, notamment avec des prospects, où à un moment donné, elles n'étaient plus en capacité financière d'investir parce qu'elles avaient trop dépensé ou dépensé toutes leurs économies dans des formations pour développer leurs compétences, mais derrière, elles n'avaient toujours pas de projet. Donc, elles étaient toujours dans le flou. Et c'est là où ça devient dommage parce qu'en fait, elles passent à côté de quelque chose, finalement. Donc, c'était important. Oui, puis je comprends, parce que moi, je l'ai vécu. Hein, et je me souviens même, je crois, que d'ailleurs, qu'à l'époque, c'était un de tes mails sur ce sujet-là qui m'avait fait cliquer sur le lien pour réserver une séance découverte avec toi. Donc, je pense que ça parlera à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens de cette consommation qui reste très confortable, très agréable. Mais c'est pas de la création, c'est pas du passage à l'action. C'est ça. Et c'est dommage. C'est nécessaire, mais mon sentiment, c'est qu'à un moment donné, on cherche des réponses et qu'on va pouvoir avoir, allez, je dirais peut-être 80% des réponses en se formant, en lisant, en écoutant des podcasts, etc. Mais les 20% restants, c'est le passage à l'action, en fait, qui va nous donner les réponses. Bien sûr, complètement. Je sais pas si c'est vraiment 80-20, hein, j'ai pas fait d'études sur le sujet, mais... non, c'est les stats qu'on voit un petit peu tourner un peu partout, mais effectivement, on va dire c'est 80% de travail sur soi et 20% d'action. C'est un peu aussi le 80-20 de la loi Pareto, quoi. Je pense que d'ailleurs ça doit venir de là, ce 80-20. Probablement. Ok, Vanessa, c'est quoi tes actus du moment? Si on a envie de travailler avec toi, comment on peut travailler avec toi? Alors, pour les personnes qui aujourd'hui seraient éventuellement dans le flou ou perdues professionnellement, que ce soit des personnes qui sont cadres, managers ou même des entrepreneurs qui aujourd'hui se retrouveraient dans leur propre entreprise
en perte de sens et perdue. J'organise du 23 au 25 janvier prochain une masterclass, donc ça se déroule sur 3 jours, dont l'objectif est justement de se reconnecter à sa raison d'être. Donc voilà, l'objectif, c'est de se retrouver en ligne et en direct chaque jour à 12h30 pour du partage de clés de compréhension, d'outils. Okay. Et c'est un moment aussi où les gens peuvent être en direct avec moi et poser leurs questions. D'accord. Et ben, je mettrai le lien description à cette masterclass en description de cet épisode de podcast. Et sur quels réseaux sociaux on peut te suivre? Là, où est-ce que tu es le plus active, présente? Alors, je suis la plus présente sur Instagram et sur LinkedIn. D'accord. Pareil, je mettrai les liens pour te retrouver en description de l'épisode de podcast d'aujourd'hui. Est-ce que tu as un dernier truc que tu voudrais nous partager? Oui, je vais partager pour terminer sur un peu la vision que va nous proposer l'année 2023. Et c'est un petit peu ce qu'on traverse depuis ces 2-3 dernières années, où quand les gens commencent à se questionner sur la perte de sens, sur quel est l'intérêt de leur fonction, sur le sens de la vie aussi, ou peut-être se questionner sur qui je suis, est-ce que j'ai un rôle, est-ce que j'ai une destinée, etc. C'est que en fait, on a notre intelligence spirituelle qui est activée et c'est juste une invitation à s'éveiller davantage, à la connaissance de soi, à renouer avec notre vérité. Et 2023 est empreinte de sens et est empreinte justement de cet éveil à notre spiritualité. Alors chez moi, la spiritualité, ça n'a rien de religieux. C'est vraiment prendre conscience qu'on est tous reliés et qu'on est reliés à quelque chose de plus grand que nous. Et que notre travail, c'est d'aller vraiment reconnecter à notre vérité. Et c'est vraiment en faisant ce travail-là de guérison aussi, de se reconnecter à nous, qui implique justement de se défaire d'un certain nombre de croyances limitantes. Ce travail-là, notamment quand on est mère de famille, on le fait pour soi, mais on le fait pour nos ancêtres et on le fait aussi surtout pour nos enfants. Donc c'est assez important d'en prendre conscience. Ouais, moi, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti aussi, c'est que le travail que je fais sur moi, je le fais aussi pour mes enfants, parce que pour les accompagner à devenir des adultes épanouis, en espérant qu'ils leur permettent d'éviter les erreurs que moi j'ai commises. Non, elles en feront d'autres, hein, c'est sûr. Mais c'est sûr. Si je peux déjà leur éviter celles que moi j'ai faites, ce sera pas mal. Complètement. Et je pense profondément que plus nous, adultes, nous serons mieux dans nos baskets, on sera à notre juste place dans la société où on mettra notre énergie au bon endroit. Et plus nous serons aussi dans l'acceptation de qui l'on est, dans l'amour inconditionnel de notre personne. Et plus nous vivrons dans une société plus respectueuse, plus inclusive, plus égalitaire, etc. Et ça part indéniablement de ce courage qu'on a d'aller faire ce travail sur nous-mêmes pour nous révéler. Ça passe par ça. Et comme tu dis, c'est un travail. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas toujours très confortable, mais quand on en récolte des fruits qui sont incroyables. C'est indéniable. Vanessa, je te remercie. Encore une fois, voilà, je te dis, je suis très touchée, très émue de te recevoir ici. Et puis, j'espère à une prochaine fois pour continuer à échanger sur des sujets passionnants de reconversion, d'entrepreneuriat, de quête de sens, pour terminer sur ton intention pour 2023. Et écoute, je te souhaite une merveilleuse année 2023, une bonne masterclass, puisque ça arrive très bientôt. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci beaucoup Camille pour ton invitation. Merci Vanessa. C'est la fin de cet épisode. Si vous entendez ce message, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Si cet épisode vous a plu, plusieurs options pour soutenir le podcast. Vous pouvez laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez partager cet épisode, le podcast, autour de vous à toutes les personnes à qui il pourrait être utile. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix et vous serez notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Et si ce que vous avez entendu ici vous a plu, rejoignez la newsletter de Boostez-vous. Vous y retrouverez mes meilleures astuces, mes conseils, des coups de boost et plein de contenus exclusifs. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Boostez-vous. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bisous!